Tout a commencé au fond d'une gorge glaciale, au milieu d'anciennes fortifications militaires creusées dans la roche. Mais ce n'était que le début. Dans cette expédition, nous allons explorer des casemates oubliées, gravir plusieurs centaines de mètres en montagne, visiter un fort abandonné perdu au sommet des crêtes et découvrir enfin qui se cache réellement derrière la chaîne Clément Exploration. Actuellement, j'ai 27 ans depuis quelques jours, hein, c'était mon anniversaire. Oh là 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 là. Donc j'ai un cœur tout neuf maintenant, ça va, hein, après un triple pontage. Et salut à tous, vous êtes sur la chaîne Les Mystères de Souterrain. Et aujourd'hui, on part pour un épisode un peu spécial. Car pour le réaliser, je vais devoir parcourir plus de 350 km. Bon, pour vous, ça passera en 1 minute. Donc, on se retrouve sur place immédiatement. Et en plus, aujourd'hui, je ne serai pas seul. Allez, il est 4h30 du matin. C'est parti, je décolle. Et là, les amis, c'est le premier arrêt pour moi. Ce sont les casemates militaires de l'époque. Oh là 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 là. Il y avait des chutes de pierres. Et le bruit que ça fait, je ne sais pas si vous entendez, c'est impressionnant. Donc moi, je vous propose maintenant d'aller visiter ces casemates. Allez, on va vérifier qu'est-ce qu'il y a dedans. Les amis, petite interruption de programme. Oui, je sais, ce n'est pas très gentil de vous arrêter au beau milieu de l'exploration, mais je vous promets, il n'y en a pas pour longtemps. Je voulais simplement profiter de ce moment pour souhaiter la bienvenue à tous les nouveaux abonnés de la chaîne. Merci d'avoir rejoint cette joyeuse bande de passionnés qui trouvent parfaitement normal de se faufiler dans des trous sombres pour ressortir recouverts de boue avec le sourire. Pour ceux qui découvrent la chaîne, sachez qu'une nouvelle vidéo sort toutes les 3 ou 4 semaines. Et oui, contrairement aux chauves-souris, je ne vis pas encore sous terre à plein temps. Entre les repérages, l'exploration, le tournage, le montage, tout cela demande beaucoup de temps. Alors, si ce n'est pas encore fait, pensez à vous abonner à ma chaîne pour ne manquer aucune aventure. Et n'oubliez pas de mettre un j'aime et laisser un commentaire, car ils nourrissent les algorithmes de YouTube qui de temps en temps daignent à jeter un œil sur ma chaîne. Encore un immense merci à tous pour votre soutien. Bon, assez de bavarder. Les souterrains, ils vont pas s'explorer tout seuls. Allez, on retourne dans l'obscurité. Cette fortification et ces casemates font partie du système serré des rivières. Il s'agit d'un vaste ensemble de fortifications dont la construction débute à partir de 1874. Le long des frontières françaises, sur les côtes de la France métropolitaine, mais aussi dans certaines colonies. Ce système de défense vient remplacer les anciennes fortifications bastionnées des Vauban et porte le nom de son concepteur et promoteur, le général Raymond Adolphe Serré de Rivière. Le système est fondé sur la construction de plusieurs forts polygonaux enterrés, qualifiés de forts serrés de rivière, formant soit une ceinture fortifiée autour de certaines villes, soit un rideau défensif entre deux de ces places, soit des forts isolés. Et c'est justement l'un de ces forts qui constitue la destination finale de mon voyage. Ça, c'est une trouvaille pour moi qui adore les souterrains. Allez, on va visiter tout ça. Des galeries souterraines taillées directement dans la falaise permettaient aux soldats de rejoindre leur position à l'abri et contrôler entièrement cette route, tout en pouvant la défendre par des tirs croisés. Ça, c'était la porte d'entrée. Encore l'escalier qui monte, qui mène au deuxième niveau. Et au bout de la galerie,
on trouve un créneau destiné à une mitrailleuse ou à un canon. Et depuis cette ouverture, comme vous pouvez le voir, la route est parfaitement visible. Là, c'est les meurtrières pour les fusils. Je vous propose de monter en haut pour voir ce qu'il en reste. En 1890, la garnison, en poste ici, comptait 12 officiers, 8 sous-officiers et 48 soldats. Et il est très probable qu'ici, au deuxième étage, se trouvaient les casernes des soldats. La pièce suivante est un peu plus petite que les précédentes. Et selon moi, c'était la chambre des sous-officiers. Voilà. On va jeter un coup d'œil par la fenêtre. Et là, de l'autre côté, vous le voyez, pareil. C'est les mêmes casemates. Et à l'époque aussi, il y avait 2 ponts des 2 côtés qu'on pouvait monter et descendre de l'intérieur. Comme ça, en montant ces 2 ponts, on pouvait couper la route, carrément. Je suis descendu par l'escalier situé juste en face de l'entrée par laquelle j'ai été passé pour pénétrer ici. Mais moi, en tant qu'auteur de la chaîne Les Mystères des Souterrains, ce qui m'a intrigué le plus, c'était surtout le sous-sol que j'avais repéré dès le début. Et j'avais vraiment envie d'aller voir ce qu'il cachait. On va essayer de descendre. Venez avec moi. On va regarder ça ensemble. Mais il me semble, il n'y a pas grand chose. Ah, il avait leur propre réservoir d'eau. C'est un puits, je crois, ou quelque chose. Ouais. Ça descend. Donc le garnison a disposé leur propre réserve d'eau. Ces chaussures, ça ressemble aux chaussures des Clément d'exploration. C'est casemates. Ils étaient abandonnés après la Seconde Guerre mondiale. Après, ils étaient utilisés aussi comme des champignonnières. Et à partir de 1981, je crois que ces bâtiments, ces ouvrages, ils étaient achetés par une société civile immobilière. Et voilà. Et comme on le voit, ça reste abandonné un petit peu. Comme ça laissé à l'abandon. Mais on peut rentrer pour visiter. Je vous propose de passer de l'autre côté pour voir qu'est-ce qu'il y a là-bas, si on peut accéder. Au-dessus, c'est pas sécurisé. Là, vous le voyez, c'est pas du tout sécurisé, donc il y a plein de chutes de pierres. Là, tous ces pierres qui sont là, ça tombait d'en haut. Surtout de ce côté-là, parce que de l'autre côté, il y a des barrières dynamiques au-dessus, si vous le voyez, il y a des filets, parce que ça protège la route. Mais de ce côté-là, c'est pas sécurisé du tout. Et comme vous l'avez peut-être remarqué, sur certaines images, je tremble un peu. Et croyez-moi, ce n'était pas à cause de la peur. Au fond des gorges, juste à côté de l'eau, il faisait extrêmement froid, à peine 6 degrés. Et honnêtement, en plein mois de mai, dans le sud de la France, je ne me attendais absolument pas à des températures aussi basses. Et finalement, c'était déjà un petit avertissement, mes galères ne faisaient que commencer. Le portrait d'un soldat de l'époque, de la fin du 19e siècle, je pense. Il y a des visiteurs des USA qui sont venus, qui ont laissé leurs inscriptions. De ce côté de la route, il n'y avait aucun espace de vie pour les soldats, uniquement des positions de combat, accessibles par une sombre galerie creusée directement dans la roche. Au début du XXe siècle, une commission chargée de la défense des frontières décide de moderniser ces fortifications afin qu'elles puissent assurer la seconde ligne de défense. Quelques années plus tard, en 1936, le site est équipé d'un puissant canon de 47 mm
l'arme est installée dans la 6e casemate. Voilà, il est là le casemate numéro 6 et son monorail. Si je ne me trompe pas, c'était un canon naval de 47 mm. Et pour faciliter sa manipulation, justement, il était suspendu sur cette rail. Et voilà. Et pareil là, on voit maintenant ma voiture, mais on voit la route. C'est assez sombre. Là, on dirait que ça a cramé. C'est tout noir. Bon les amis, là c'était juste la première étape de mon voyage d'aujourd'hui, car l'étape finale, il est dans le fort abandonné sur le pic Charvet. D'abord, je dois rejoindre mes coéquipiers, mes co-explorateurs d'aujourd'hui. Le rendez-vous est fixé à 9h30 et 9h45 dans un village qui s'appelle le Tournefort, dont j'ai encore de la route à faire. On va aller au point de rendez-vous et on va attendre les collègues là-bas. Comme ça, je vous les présente. Et certainement, vous les connaissez en plus. Et oui, les amis, je suis déjà sur le parking où j'ai le rendez-vous avec mes coéquipiers d'aujourd'hui. Et je pense qu'il est le temps de vous les présenter. Et voilà. Gilles. On se prépare. On se prépare. Gilles, tu te sens en forme ou pas? Ah oui, après mon opération. Voilà, parce que là, ça fait combien de temps maintenant depuis l'opération? Un peu plus de 2 mois et demi. 2 mois et demi. Donc j'ai un cœur tout neuf maintenant, ça va. Hein, après un triple pontage. Et voilà. Donc maintenant, j'ai retrouvé la forme et puis on va voir ce que ça va donner aujourd'hui. Et on va direct sur le terrain, on va tester ce nouveau cœur maintenant. Tout à fait. Et maintenant le célèbre, j'ai pas peur de le dire, Clément Exploration. Et voilà, c'est notre équipe d'aujourd'hui. J'ai la carte, j'ai le plan de l'expédition. Combien de bornes à faire? 6 km, mais le total. Ah, le total. Sans compter les kilomètres sous terre, hein, mais ça c'est le débat. Ouais. Non, je blague. Voilà. Donc voilà, on se prépare. Moi, si j'ai bien compris, là on a un petit peu plus de 3 km à faire, je crois, avec un dénivelé de presque 400 mètres. C'est ça, puisqu'il y a un peu plus de 7 km aller-retour. Donc voilà, donc on est tranquille, on va s'échauffer. On va surveiller Gilles. Il faut qu'il fasse très attention par rapport à son cœur. On va pas courir. Après avoir repris un peu d'énergie avec un petit déjeuner léger et une bonne dose de caféine, nous avons commencé notre ascension. De mon côté, l'objectif principal de cette première journée était surtout de profiter d'une belle randonnée en pleine nature, entourée d'une bonne compagnie. Mais j'avais aussi prévu de faire une interview de Clément, parce qu'au final, on connaît encore assez peu de ce jeune créateur discret et plutôt réservé, alors que sa chaîne connaît une progression impressionnante ce dernier temps. Donc moi les amis, si vous le voyez, j'ai pris le tapis de sol. C'est parce que je pense que j'aurai pas assez de force pour conduire ce soir, pour rentrer jusqu'à Nîmes. Donc je prévois de rester dans le fort abandonné qu'on va visiter. Derrière moi, sur la colline, c'est le Tournefort, c'est le vieux village. Et j'irai le visiter demain sur le chemin de retour. Vous savez quoi? Je suis en train d'espionner les techniques de Clément, comment il fait ses vidéos. Comme ça, j'apprends. Clément, c'est la première fois qu'il apparaît sur ma chaîne. Donc, et aujourd'hui, je vais l'interroger. Écoute Clément, tes chances de sortir d'ici augmentent fortement si tu m'expliques comment percer sur YouTube. Interviewé, pardon. Dans les caves du fort. Au niveau du cœur, tu te sens comment? Ça va. Et il essaye pas d'ouvrir ta cage thoracique pour sortir? Non, pour le moment ça va. Ça va? Il reste bien en place. Je dois vous avouer
qu'au tout début de notre randonnée, j'ai été vraiment inquiet pour Gilles. Mais arrivé à la moitié du trajet, j'ai commencé à croire en sa détermination, en avançant un bon pas, souvent même devant nous, sans montrer le moindre signe de fatigue. Et Gilles, après sa opération, il monte, il est tout le temps devant maintenant. Avant, quand je le voyais dans tes vidéos, Clément, il traînait les pieds, il était toujours derrière. Tu étais obligé de l'attendre. Maintenant, c'est lui qui nous attend. Ah ouais, c'est l'inverse maintenant. Et plus nous montions en altitude, plus les paysages qui s'offraient à nous devenaient magnifiques. Quand on vit entre les bétons et des bâtiments, on oublie parfois que ce genre de beauté existe encore. Mais regardez ça par vous-même. Ah ouais, je vois le sentier qui monte. Là, on est en train de marcher sur une crête. Il y a du vide à droite, à gauche. Et environ 1h30 après le début de notre ascension, nous avons finalement atteint le sommet du pic Charvet, comme indiqué le panneau qui nous a accueillis à l'arrivée. Et au milieu de la végétation, on distinguait les ruines de plusieurs anciens bâtiments. On a commencé à discuter de leur fonction. Au départ, on pensait qu'il pouvait s'agir des casernes. Mais des casernes situées à l'extérieur du fort, ça n'aurait pas vraiment de sens. Je pense que vu que c'est à l'extérieur du fort, moi j'ai tendance à croire que c'est les maisons des officiers. Mais cette hypothèse paraît tout aussi étrange. En cas d'attaque, le commandement se serait retrouvé immédiatement exposé. Et vous, que en pensez-vous? Qui pouvait bien vivre dans ces maisons? Et moi, il faut que je me trouve une maison pour dormir ce soir. Pour pas dormir à l'extérieur. Si j'arrive à me trouver une maison propre, je dormirai dedans. Mais il était déjà évident que la première bâtisse ne conviendrait absolument pas pour y passer la nuit. Il y avait de fortes chances de recevoir un morceau de plâtre du plafond directement sur la tête. Après avoir exploré plusieurs ruines sans grand intérêt particulier, d'immenses portes sont finalement apparues devant nous. C'était l'entrée au cœur du fort. Et pour pénétrer dans le fort, il faut d'abord passer par un véritable sas d'entrée. La première porte est une lourde grille hérissée de pointes menaçantes dans toutes les directions. La seconde, entièrement en fer, est percée de meurtrières prévues pour les fusils. Mais bon, après, il y avait des hommes aussi là-haut, hein, sur les côtés. Hein. Regarde, aussi pour le défendre. Hein. Là. Là. Mais c'est sûr que c'était... Là, il te balance des grenades par-dessus et c'est tout. Tu es mort. Donc là, c'est le sas d'entrée. Le premier portail, deuxième portail. Et là, le fort, il est entouré d'une fossée. Donc là, si on descend dans la fossée, impossible d'escalader ce mur qui est assez haut, qui fait peut-être 4 mètres de hauteur. Et si on essaie de monter par ce fossé vers le haut, tout au bout là-bas, c'est justement le réduit qui nous attend. Donc impossible à passer par là non plus. Ce fort est un fort linéaire, étendu sur près d'une centaine de mètres le long de la crête. Il se compose en quelque sorte de 4 niveaux principaux. Tout en bas se trouvaient autrefois les bâtiments essentiels, les baraquements, les casernes et la cuisine. La cuisinière dedans. Non, pas la cuisinière qui cuisine. Ça, c'est ça la cuisinière? C'est la cuisinière de l'époque. À un niveau plus haut s'y situaient les entrepôts et les écuries. Encore au-dessus, on trouvait le réduit défensif. Et tout en haut, la plateforme d'observation. Mais pour éviter que cette vidéo, ou plutôt cet épisode, ne soit trop long,
Je vais uniquement vous montrer le niveau inférieur du fort. J'ai envie de voir. Peut-être c'était les toilettes. Et là, voilà, il n'y a plus de plancher. Il reste des poutres. Il n'y a plus de plancher. Ça y est. On arrive à l'autre bout du fort. Donc là, on a traversé en longueur. Oh, vous avez trouvé les toilettes? Ouais, les latrines. Oh. Et en bas, il y avait un stock. Hein. Attention, Et on voit. il n'y a pas d'eau, hein. Il n'y a pas d'eau, là. Et fais gaffe parce que là, il a dû réveiller un gobelin. Là. Oh là 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 là. C'est la fosse septique. Ouais, c'est ça. Tu as les cabines des toilettes. Ouais, c'est ça, c'est ça. C'était Et là, la c'est la fosse septique. On va juste remettre le bois parce qu'il y a un gars qui tombe. Alors voilà, vous pouvez choisir les toilettes écologiques, aller avec bien évidemment la végétation. Ouais. Après avoir exploré le niveau inférieur du fort et pris un bon repas bien mérité, j'ai décidé de faire une petite interview de Clément afin d'apprendre à mieux le connaître. Je vais t'interroger un petit peu. Interrogatoire. Ouais, bah, c'est un petit interview, on va dire. Oui. Bientôt, tu arrives à 100 000 abonnés sur ta chaîne. Moi, par exemple, je te suis un petit peu, mais je connais pas plus de toi. Donc, la première question, quel âge tu as et depuis combien de temps tu fais le YouTube? Ouais. Alors c'est vrai que depuis que je poste des vidéos, c'est vrai que je parle pas trop des coulisses et de ma vie, du parcours en fait pour arriver là et des difficultés aussi, des contraintes, etc. pour réussir effectivement à atteindre ce palier des 100 000 abonnés dont je suis assez proche. Actuellement j'ai 27 ans depuis quelques jours, hein, c'était mon anniversaire. Voilà. Et alors voilà, j'ai commencé tout simplement les vidéos. Déjà, j'aimais faire des reportages, j'aimais faire des vidéos avant même de faire YouTube finalement. Dès que j'avais 12 ans, j'ai eu un appareil photo et j'ai commencé à filmer un petit peu mes escapades. Je visitais des ruines, je faisais des petites explorations, hein, rien d'incroyable. Et puis après, dès que j'ai eu la majorité, dès que j'ai commencé mes études en fait, bah là j'ai commencé effectivement à faire des vidéos, à les partager sur YouTube. Et c'est là que cette passion s'est finalement développée. Je voulais demander aussi pour tes études, qu'est-ce que tu as fait comme études? Est-ce que tu les as finies? Et est-ce que tes parents, par exemple, ils ne sont pas déçus que tu n'as pas continué dans ta branche, par exemple? Oui, dans un métier, par exemple, prof. Ouais, ouais. Ou, voilà. Alors du coup, moi, j'ai fait des études de droit et d'histoire. Donc, à la base du droit, un petit peu par rapport à ce qu'avaient fait mes parents, etc. Ils m'ont un peu mis dans cette filière-là, etc. Parce que moi, à la base, je voulais faire reporter, en fait, je voulais faire des reportages. Journaliste, hein. Et ma mère m'avait dit, ouais, fais du droit et tout, passe par cette voie-là. En fait, c'était pas du tout le bon plan pour faire un journaliste ou du reportage, etc. Parce qu'en fait, le droit, faut aimer, quoi. Et après ça, effectivement, je me suis lancé dans l'histoire. J'ai fait 3 ans du coup d'histoire. Et puis en fait, entre-temps, pendant mes études d'histoire, au final, je continuais mes vidéos, je faisais mes montages. Entre 2 partiels, même quand je faisais le droit, etc., je me souviens, la veille d'un partiel où je faisais un peu de montage et en même temps je révisais, je faisais un peu les deux parce qu'il fallait que je sorte la vidéo et en même temps. Et en fait, entre-temps, finalement, la chaîne a commencé à vraiment gagner en visibilité, elle a commencé vraiment à devenir importante, à toucher beaucoup de monde. Hein. On est vite passé de 10 000 à 50 000 abonnés et maintenant on va arriver aux 100 000. Donc voilà, la chaîne a commencé à se professionnaliser et là je me suis dit, il y a quelque chose à faire, je vais pas... en plus, je me suis rendu compte que ça allait me prendre de plus en plus de temps de ma vie. Et à un moment donné, il a fallu faire un choix. J'arrive un petit peu à un carrefour entre 2 choix au final.
soit devenir professeur, mais dans ce cas, j'arrête complètement YouTube et même les explorations parce que du coup, c'est un métier à temps plein et je sais que je ne serais pas capable de faire les deux parce que moi, quand j'ai une passion, que j'ai un projet, il faut que je me donne à 100% dedans. C'est-à-dire que si je faisais prof, j'arrêtais les vidéos et je faisais prof à 100%, tu vois, parce que c'est voilà, c'est un métier, etc. Et j'aurais voulu donner le meilleur. Et là, YouTube, du coup, je me suis maintenant lancé à 100% dans YouTube et dans les explorations, dans les vidéos, les tournages. En plus, maintenant, petit à petit, les choses se mettent en place. Je commence à avoir des sponsors. Là, j'ai eu Oli, j'ai eu récemment aussi une application. Enfin, j'ai des bons sponsors qui me permettent, d'une part, d'en vivre. Et aussi au final de financer des projets, d'investir, de partir un peu de plus en plus loin. Et puis surtout, je me rends compte qu'aujourd'hui, le montage, etc., c'est un vrai métier, le tournage, et on va vers un format qui est de plus en plus professionnel, de plus en plus qualitatif. Il y a le livre que vous avez coécrit avec Gilles. Ça, il faut en parler aussi. Aussi, on n'aurait jamais cru avec Gilles qu'on deviendrait co-auteur, quoi. Chacun, on deviendrait des auteurs de livres, finalement. Enfin, là, le premier livre, mais bon, on a peut-être envie d'en écrire un deuxième, voire un troisième, on ne sait pas combien ça... La prochaine question, tes parents, maintenant, est-ce que... Ils sont pas trop déçus ou est-ce qu'ils sont contents? Est-ce qu'ils s'inquiètent pour toi? Parce que ça peut être dangereux parfois d'aller... Ouais. Au début, c'était un peu difficile. Et puis, je leur parlais pas trop des dangers, etc. D'ailleurs, ils regardaient pas trop parce qu'il faut pas s'inquiéter. Parce que c'est sûr, quand tu pars dans des lieux comme ça, c'est des lieux qui sont dangereux, etc. Donc moi, pour pas leur faire peur, pour pas leur créer de stress, de tension, etc., je n'en parlais pas trop. Après, ils sont contents... voilà, de certains projets, etc. Mais je veux pas non plus les inquiéter parce que l'exploration, des fois, on fait des trucs. Le puits de la mort, par exemple. Bon, ça c'était les débuts, ça. C'était les erreurs de débutants, ça. Mais heureusement qu'ils ont jamais été au courant de cette histoire. Mais ils le sauront parce qu'ils vont lire le livre, du coup. Mais bon. Maintenant, j'ai appris sur cette expérience. Ils ne regardent pas tes vidéos, tes parents? Non, ma mère, elle regarde pas exprès parce qu'elle ne veut pas les voir parce qu'elle a peur. En fait, à chaque fois, ça lui procure du stress. Hein. En tant que parent, je peux te dire, regarder mes vidéos. Autant quand c'est pas tes enfants, etc., qui font ça, ça va, tu vois. Mais quand c'est la famille proche, il vaut mieux pas qu'ils regardent parce que sinon ils vont se dire, oh, attends, là, il marche au milieu du vide, là, il est dans la montagne, là, il y a des choses, des fois, c'est un peu limite. Et surtout que c'est impressionnant parce qu'on le filme aussi avec le côté frisson. Donc, le montage, c'est toi-même qui l'as appris à le faire ou tu as fait des cours, des stages, des formations pour faire le montage ou c'est venu comme ça? Ça, j'ai vraiment commencé pareil avec Movie Maker, c'était un logiciel à l'époque sur Windows. Donc tu as appris tout seul. Tout seul, voilà. Ouais. Moi, en plus, dis-toi, j'ai un avis très critique sur mes propres vidéos et d'ailleurs, je mets souvent du temps avant de les re-regarder parce que comme je fais le montage, j'ai un point de vue de monteur, donc avec tous les défauts et je suis très, je veux vraiment faire le meilleur possible et du coup, je passe du temps et je refais 50 fois la même scène, je revisionne les vidéos, donc je les connais par cœur les vidéos. En fait, je les apprécie toujours un an après, tu vois, quand je les ai oubliées. D'accord. Est-ce que, avant de te lancer sur YouTube, il y avait peut-être des chaînes que toi tu as regardées qui t'ont inspiré un petit peu pour... Oui. Ah oui, clairement. Moi, c'est la chaîne à l'époque Mamie Twink. À l'époque, ils faisaient vraiment de l'urbex, de l'exploration. Ils avaient fait le Chabartion d'ailleurs que nous apprendre à faire. On a fait avec Gilles et tout. Est-ce qu'ils continuent toujours ou pas? Non, aujourd'hui, ils font des histoires de guerre. Donc ils sont plus sur un format documentaire, reportage. Et d'ailleurs, aujourd'hui, beaucoup de gens regrettent le fait qu'ils ne fassent plus d'exploration. Mais après, c'est un choix de parcours et puis ils ont évolué aussi. Tout peut évoluer en fait, tu vois. Le YouTube, c'est ta source de revenus aujourd'hui. Est-ce que ça te permet de vivre confortablement ou pas encore? Alors, les revenus YouTube, c'est très fluctuatif parce qu'en fait, tu as la YouTube Money, qui sont la YouTube Money, c'est à peu près, ça va dépendre aussi, ça peut dépendre aussi du nombre de vues en fait. Donc, le nombre de vues, il va fluctuer, tu vois. Tu peux faire un très bon mois et un très mauvais mois, donc ça fluctue. Et après, tu as les partenariats. Je dirais depuis quelques mois, là, je commence à avoir des bons partenariats. D'ailleurs, c'est la première fois que j'ai réussi à négocier un partenariat à 100 €. Avant, j'arrivais pas. Ouais. Déjà, là, au début, mes partenariats, c'était soit pas payé du tout. C'est-à-dire que c'était, on m'envoie une lampe, on m'envoie un vélo, on m'envoie une trottinette électrique. Donc, c'était bien et qui ont de la valeur, hein, ok. Mais c'est vrai que juste avec la monétisation YouTube, c'est compliqué de vivre de YouTube parce que c'est trop variable et surtout, c'est pas suffisant. Mais maintenant, je dirais qu'avec les sponsors, ça commence à devenir viable en ayant des bons sponsors comme ça, tu vois. À condition d'en faire quand même pas mal, il faut arriver à en avoir pas mal, tu vois.
Ouais. En gros, ce que je voulais dire, donc il y a pas mal de gens peut-être qui vont nous regarder, pas mal, ma chaîne elle est petite, donc il n'y a pas beaucoup qui le verront, mais il faut qu'ils sachent que c'est pas facile en fait à percer sur YouTube, et pour pouvoir commencer à vivre plus ou moins confortablement, il faut avoir déjà vers 100 000 abonnés. Voilà, Faut 100 000 avoir abonnés, je pense qu'à partir de 100 000 abonnés, tu peux dire je commence à en vivre Voilà. à peu près décemment, quoi. Mais en dessous, tu vas travailler énormément pour, au final, par rapport à ce que tu gagnes, t'es entrepreneur, donc en fait, il faut des années. En fait, tu as beaucoup plus d'années où tu vas rien gagner du tout, ou gagner vraiment des miettes de pain. Et en fait, il y a un stade où tu commences, effectivement, à condition aussi derrière de travailler énormément aussi. Voilà, ça demande d'être continuellement derrière son montage et toujours proposer du contenu. Et surtout qu'une vidéo à monter, ça peut prendre 2 semaines de montage. Voilà, ça on le voit pas aussi, c'est dans les coulisses. Est-ce que, par exemple, c'est une question un peu, si tu n'as pas envie, tu n'es pas obligé de répondre, sur ta vie privée, est-ce que tu es en couple, marié ou juste en couple, est-ce que ta moitié, elle t'autorise de faire tout ça, est-ce qu'elle te motive, est-ce qu'elle te soutient, est-ce qu'elle te laisse partir parfois comme tu pars en voyage, est-ce que pas des... Comme je suis pas en couple, j'ai pas du tout cette Voilà. problématique-là. Donc c'est vrai que j'ai cette liberté aussi, parce que c'est sûr que si tu es avec une personne qui, comment dire, n'a pas la même passion que toi, il peut y avoir des contraintes, tu vois, il peut y avoir des difficultés liées à ça, où elle va dire par exemple non, là tu pars tel nombre de temps, tel nombre de jours, tu vois. Bon, Moi pour c'est l'instant, vrai que tu es indépendant. voilà, tu fais ce que et tu pour as. l'instant c'est vrai que j'ai pas j'ai cette liberté de pouvoir me dire si je veux partir une semaine en tournage, je peux sans contrainte. Mais après c'est sûr qu'à un moment donné dans ma vie, je vais trouver une personne, je vais trouver sûrement la bonne personne aussi. Donc Il ne faut voilà. pas être pressé. Et il ne faut pas être pressé, et je pense qu'il faut vivre sa vie au jour le jour et savoir profiter des avantages de chaque moment dans sa vie, tu vois. Parce qu'après, des avantages que j'ai aujourd'hui, que j'aurai plus demain, voilà, tu vois, peut-être cette liberté-là, j'aurai plus la même. Donc, J'ai la même vision des choses, c'est pareil pour moi. Est-ce que tu te rappelles, au bout de combien de temps, tu as eu ta première 1000 abonnés? alors, je pense, je me souviens plus précisément, mais il me semble, 1000 abonnés, j'ai dû mettre peut-être 2-3 ans, hein, peut-être, hein, au moins, hein. Peut-être 2 ans, ouais. 2 ans. C'est possible, ouais. Donc moi, ça fait même pas 1 an que je suis sur YouTube. Donc peut-être que je vais y arriver aussi. au bout Ouais, de- 10 ans. Donc ne vous découragez pas. Ouais. Ceux qui ont des petites chaînes, comme moi aussi, ne vous découragez pas. Il faut essayer de percer. Il faut continuer à améliorer la qualité de nos vidéos. Voilà. Est-ce que tu as une vidéo préférée sur ta chaîne ou une exploration qui t'a marqué le plus? Alors là, c'est très difficile. Il y en a plusieurs, hein. Je dirais, il y en a une qui m'a beaucoup marqué, c'est La Mangeuse d'Hommes. Ça m'a énormément marqué. La mangeuse d'hommes, voilà. Ouais, La Mangeuse d'Hommes, parce que c'était une aventure incroyable, où il fallait qu'on se motive tous, hein, parce que... Et puis le lendemain, on part, on trace un troupeau. Enfin, il y a eu que des galères, il y a eu que des... Et ça, c'était ça qui était incroyable. Et c'était surtout une expédition qui était très, très physique. Mais bon, en fait, des souvenirs comme ça, il y en a plein. Je pourrais Est-ce citer... qu'elle a fait beaucoup de vues, la vidéo, ou moins que ce que tu as espéré? Elle a très bien marché. Franchement, bien marché. pour une vidéo où il y a très peu d'exploration, il y a beaucoup plus d'aventure. Elle a fait plus de 110 000 vues, je crois, 130 000 vues peut-être aujourd'hui. Donc ok, elle a vraiment bien marché. En plus, étonnamment, ouais. C'est tout ce que je voulais demander pour pas faire trop long Oui. ces questionnaires. Donc je sais que c'était ton anniversaire il y a quelques jours. J'ai Oui. préparé un petit cadeau pour toi. Oh, aussi. c'est trop gentil. Ouais, un petit cadeau de rien du tout. Ouais, Donc c'est quand même joyeux gentil. anniversaire. Et une petite boîte de chocolat russe. Ah bah c'est trop Voilà. gentil. En plus, des chocolats russes. Ouais. Ah, ben Ça là, s'appelle je le te lait laisse. des oiseaux. Le lait des oiseaux. Ouais. Je sais pas Ah ben- c'est qui a essayé de traire les Bah, oiseaux. franchement, je vous propose. C'est beaucoup mieux que ça. Ça a l'air vraiment top, hein. Voilà. Et moi, je vais essayer d'un nouveau emploi des intervieweurs. Voilà. Voilà, tu trouves. C'est bien ce format interview aussi de. Ben, moi, je change les formats, je cherche C'est bien, ma formule de succès encore. Donc, mais j'aime bien l'exploration. Franchement, ça a l'air super bon. Et puis ça me fait le petit apéro dans le. Tiens. Bon, nous, on a déjà mangé sous terre avec Gilles, on a Ah mangé oui. dans la mine. Voilà, vous êtes des habitués de. Après avoir terminé notre exploration du fort, Gilles et Clément sont repartis en direction de Tournefort, ou plus précisément du vieux Tournefort abandonné. Moi, après les avoir accompagnés jusqu'au portail principal,
je suis resté complètement seul à l'intérieur du fort. Mon objectif était d'y passer la nuit dans cet endroit aujourd'hui totalement déserté. Mais ce n'est pas tout. J'avais également prévu d'installer une caméra de chasse sur le site afin de découvrir quelles créatures pouvaient encore rôder ici. Et je peux déjà vous dire une chose, cette nuit-là, je n'étais pas seul. Mais ça, vous le découvrirez très bientôt dans la prochaine épisode. Vous entendez ça, les gars? Alors, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas le manquer. Quant à moi, je vous dis à très bientôt.